Bonjour et bienvenue dans Revue sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. En ce moment et jusqu'au 8 juillet 2018, je vous invite à découvrir l'exposition de Caldera Kunz, bijoux d'artiste, la collection idéale de Diane Venet. En effet, dans le musée des arts décoratifs, au 107 rue de Rivoli à Paris, vous pourrez découvrir la collection de bijoux d'artiste de Diane Venet. Bonjour Frédéric. Bonjour Claire. Bienvenue dans Rubis sur Canapé. Avec plaisir. Alors, vous vous appelez Frédéric Manet et vous avez votre propre studio de création à Paris, c'est ça? Exactement, je l'ai fondé il y a 3 ans précisément et derrière j'ai un passé d'environ 14 années au service de différentes maisons et studios de création et ateliers de joaillerie en tant qu'employé, salarié jusqu'au jour où j'ai décidé de voler de mes propres ailes. C'est un très beau projet. Merci bien. Donc tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous définissez un peu votre style artistique, votre patte personnelle? Donc au-delà d'un style artistique marqué et codifié, ma patte personnelle c'est justement d'être un petit peu comme un caméléon. Selon les aventures créatives, selon les maisons avec lesquelles je travaille, les collectionneurs, certains clients privés, les compagnies avec des histoires très différentes les unes des autres, je dois à chaque fois me réadapter, réinventer justement mon style, être à la fois dans leurs attentes, leurs besoins, euh, trouver des créations qui soient connectées à leur style tout en renouvelant, amenant une autre interprétation de ce qu'il y a déjà en tant qu'ADN d'une marque. Donc c'est ce qui peut définir mon style. Ouais, c'est apporter sa patte personnelle tout en s'adaptant vraiment effectivement. À une attente, un besoin d'une maison, que ce soit sur si bien un projet de haute joaillerie, une ligne cocktail ou un lancement d'une gamme à porter au quotidien. Voilà, je dois m'adapter à tous ces challenges créatifs qui peuvent toucher différents marchés à travers le monde. Ça peut être aussi bien donc, le marché traditionnel français que de pays émergents, toutes cibles, âges et cultures différentes. Donc c'est passionnant comme challenge. J'imagine, mais du coup, où est-ce que vous puisez l'inspiration? C'est toujours la même chose ou ça dépend de chaque projet? Chaque projet est une source d'inspiration. Je m'inspire de l'ADN de cette compagnie, tout comme de l'air du temps. L'idée est de pouvoir connecter, par exemple, une maison historique avec un passé glorieux et de fortes références avec les consommateurs, les clients actuels. Donc c'est un savant mélange entre ce qu'aujourd'hui je sens être le désir de la cliente finale, l'air du temps, les coutumes actuelles, tout en gardant ce parfum parfois historique ou narratif, ou l'histoire de mon client quand c'est un particulier ou un collectionneur Oui, qui aussi, vient avec effectivement. ses croyances, et ses espérances et ses rêves. Super. Vous êtes entre autres designer de bijoux. Quelle est la particularité des dessins de bijoux? En quoi est-ce différent d'un autre objet? Alors, c'est pas forcément différent d'un autre objet. Parce que je suis également designer d'objets précieux, d'objets manufacturés. Ce que je peux dire du dessin de bijoux, c'est qu'il a la particularité de se formuler sous forme d'un gouaché, bon, qui peut aussi faire appel à d'autres médiums comme l'aquarelle, le crayon de couleur, ou même actuellement un développement numérique informatique. Le dessin de bijoux est un dessin autant artistique que technique. Il sert déjà à illustrer une idée, mais également, c'est ce qui va servir à l'atelier pour fabriquer la pièce, C'est un plan. pour sourcer les pierres. Exactement, c'est un plan technique, c'est un BAT très précis. Donc c'est vraiment la vocation d'un dessin de joaillerie, c'est une carte précise de ce que doit être le bijou à la fin, dont la vocation finale est de pouvoir réaliser avec exactitude ce qu'il y a sur le papier. Un dessin de joaillerie permet aussi d'anticiper le prix final de cette pièce à l'aide de nomenclature. On dénombre les pièces, on les mesure, on définit des couleurs. Et c'est un outil de travail collectif, aussi bien pour le service des pierres, quand je travaille avec des maisons, l'atelier qui va venir soit sculpter à la main ou modéliser en 3D à partir de mon dessin. Donc c'est vraiment un élément clé dans le process de joaillerie, le dessin. Oui, c'est la naissance du bijou. La naissance et la structure, voilà, le point de Les départ. fondations. Les fondations, voilà. Qu'est-ce que vous aimez du coup dans le dessin de bijoux?
Le dessin de bijoux, c'est la matérialisation de l'idée, du rêve, en une promesse future. Donc pour moi déjà la création, quand elle est sur le papier, elle est matérialisée. Et ensuite, c'est un petit peu le guide qui va servir l'aventure collective. Pour moi, un bijou est avant tout une œuvre collective qui va pouvoir permettre C'est aussi vrai. bien aux créateurs, aux joailliers, aux sertisseurs, et également aussi à la personne qui va le vendre, de pouvoir se baser et pouvoir commenter, fabriquer, développer. Donc voilà, c'est un petit peu une chanson commune, on va dire, ou une partition sur laquelle chacun va exercer son art. C'est une Voilà. jolie comparaison. Et quelles pierres vous utilisez souvent dans vos créations? J'ai une affection pour les pierres de couleur, effectivement, qui traduisent des émotions, des sentiments, un petit peu une matérialisation d'une idée. Donc je ne veux pas dire que j'ai une pierre de prédilection, toutes sont passionnantes. J'aime aussi bien mélanger des quartz originaux que des diamants rares et de couleur. Donc c'est pas vraiment l'aspect, comment dire, Précieux, voilà, financier qui m'intéresse dans la pierre, mais ouais, sa la rareté, beauté, sa rareté, quand elle est naturelle, je préfère cela. pas traité. Pas traité, effectivement. Donc toutes les pierres ont quelque chose à nous raconter et à nous inspirer. Assez souvent, je travaille sur des projets où la valeur émotionnelle est celle qui prime avant toute chose, même si effectivement un bijou peut être onéreux. Euh, Ce n'est pas nécessairement sur des pièces destinées à un investissement pur et dur sur lequel je travaille, mais avant tout sur des bijoux à forte narration et à symbolique Une valeur sentimentale. et sentimentale, exactement. Voilà. Est-ce que vous pouvez du coup nous raconter un peu comment se passe votre quotidien? Alors mon quotidien est fait d'aventures très diverses. Effectivement, le point de départ se passe au sein de mon studio de création, au milieu des livres et des objets qui m'inspirent, donc à la lumière de ma lampe à dessin, mes pots à crayon, mon aquarelle. Donc c'est le point de départ. Une fois que j'ai commencé à esquisser des dessins, trouver certaines pistes, des croquis, des intentions couleurs, j'arrive à un dessin finalisé avec un parti pris créatif fort et déterminé. Et de là, je vais le porter donc soit à la place Vendôme, dans une maison qui peut être l'une de mes clientes, ou chez le commanditaire, on se retrouve et là je lui présente mon dessin, qu'il me valide, et après plusieurs réunions, on convient d'un lancement, et à partir de là intervient les maquettistes, soit sculpteurs de cire ou designers 3D. Donc là, à nouveau, c'est tout un accompagnement de mon dessin pour pouvoir le générer en volume. Et de là, je vais de atelier en fournisseur de pierres où je Vous sélectionne bougez les beaucoup. matières, voilà. Et avec les allers-retours auprès des maisons clientes qui peuvent être en France ou même à l'international, des rencontres permanentes avec toute une équipe pour pouvoir aboutir cette pièce. Donc de ce point de départ très intime, aboutit à une démarche collective pour le retrouver dans les vitrines des magasins et un peu partout dans le monde. C'est ça qui est assez touchant, voire des fois porté au cou de certaines belles de ce monde, chanteuses, actrices, stars, Oui, c'est ou têtes génial. couronnées parfois. Donc là, c'est le rêve absolu. Quelle qualité du coup faut-il avoir pour exercer ce métier? Pour moi, c'est d'une part l'ouverture d'esprit, l'esprit d'équipe. C'est aussi être, l'empathie est peut-être pas le mot le plus approprié, mais du moins à l'écoute de sa cliente et être tourné vers les autres et être à la fois attentif à son époque tout en étant attentif à ses intuitions, à son monde artistique. C'est connecter une individualité forte à son environnement tout en le comprenant, le respectant et en l'aimant. Donc c'est cet aller-retour qui fait qu'on a un métier riche qui se partage avec les autres. Donc voilà, c'est En fait, une c'est des une qualités. grande adaptabilité, hein, de trouver le juste milieu Voilà, entre l'écoute, mais quand même affirmer exactement. quelque chose. Exactement. Ne pas être uniquement centré sur l'ego du créateur, mais en même temps ouvert sur le monde, parce que c'est Mais un. sans s'oublier non plus. Exactement, voilà, je veux dire, on est là pour quand même porter des convictions artistiques, mais au final, c'est un bijou qui va être porté par une personne parfois que l'on ne connaît pas, qui va être vendu à travers des magasins par des gens que l'on ne connaît pas. Donc, il faut penser également au client final et faire des bijoux qui soient
agréables à porter et qui rendent, du moins quand c'est une femme, la femme belle et fière et sûre d'elle quand elle le porte. Donc je n'oublie jamais que ces bijoux ne sont pas destinés à rester dans mon carnet à dessin, mais à avoir une vie autre C'est et le but. indépendante. Voilà. Et quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui aimeraient avoir une carrière similaire à la vôtre? Se former en permanence. Je n'ai jamais l'impression d'avoir quitté les bancs de l'école, même s'il y a certains domaines où on vient me chercher pour une expertise, une expérience. C'est se former en permanence. Aller au-delà de son propre métier. J'ai une formation de designer, produit industriel. J'ai appris dans les ateliers, au long des années, le métier de joaillier. Également, aujourd'hui, je me tourne de plus en plus sur les connaissances de gémologie, le marketing, la communication, l'histoire de l'art, les beaux-arts, les nouvelles technologies, Oui, de c'est nouvelles vrai que langues. c'est un secteur qui évolue beaucoup, même si on Exactement, utilise encore des savoir-faire ancestraux. exactement. C'est se former en permanence et apprendre toujours des autres, ceux avec qui on travaille, comme de tout type de rencontres que l'on peut faire dans la vie. Donc c'est la curiosité d'esprit et la soif de se renouveler qui est pour moi le fil conducteur pour faire ce métier. Ok. Et du coup, vous êtes professeur aussi, Exactement. donc c'est ce que vous enseignez à vos élèves, j'imagine. Mais qu'est-ce que cela, du coup, vous apporte d'être professeur? C'est un enrichissement partagé. D'une part, les expériences de mon métier. La transmission est une chose importante. Beaucoup de personnes au long de ma carrière m'ont transmis des connaissances, m'ont appris le métier, notamment la famille Maton, qui a été le premier point de départ dans le domaine de la joaillerie. Donc, une famille implantée depuis fort longtemps dans le milieu m'a pu me transmettre des connaissances, une expérience, et aujourd'hui j'ai plaisir à le partager au sein des différentes classes pour lesquelles j'enseigne le design, produit, joaillerie, et également certaines équipes dans les maisons que je forme sur la création. Donc c'est important de transmettre, partager, et en retour aussi avoir de l'expérience, des réussites. C'est gratifiant. Donc pour moi, l'enseignement se fait dans les deux sens. Je me nourris des points de vue différents. J'apprécie avoir une vision euh, différente de celle que j'aurais pu envisager. C'est toujours intéressant de se remettre en question et de voir que sur une attente précise, on peut avoir des solutions données complètement différentes et tout autant valables. Oui, il n'y Donc, a pas une bonne réponse, hein. dans la Ce création, sont, non. il y a Sur un, plein de bonnes réponses. exactement, sur un sujet commun d'ailleurs que je peux donner à mes élèves, on a une diversification plutôt de réponses qui est passionnante et qui peuvent être tout aussi pertinentes les unes que les autres. Donc en cela, c'est aussi une expérience créative partagée, intéressante pour le professeur envers ses élèves. Je ne pensais pas être aussi, bon, je ne suis pas âgé, aussi jeune professeur, c'est venu assez rapidement et j'en suis vraiment honoré et content de pouvoir le vivre, euh, pas au quotidien, mais en tout cas sur une petite partie de mon métier aujourd'hui. Mais de toute façon, moi, je trouve que c'est très important les professeurs qui travaillent en même temps parce qu'ils sont connectés à la vraie vie. Particulièrement sur ces métiers justement Voilà, qui d'art évoluent. appliqué et qui sont liés au geste, comme la joaillerie, il est important justement d'avoir des gens de terrain qui puissent donner un retour d'expérience au-delà de connaissances théoriques. Donc effectivement, ce que j'enseigne n'est pas une science, ce n'est que du vécu et de l'expérience éprouvée, aussi bien dans ses réussites que ses échecs. On apprend de tout, comme vous voyez. Exactement. Et vous avez collaboré avec les émaux de Longwy. Quelle est la spécificité de cette technique? Quel a été votre rôle? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette aventure? Effectivement, au-delà du cœur de mon métier qui est la haute joaillerie et la joaillerie, l'objet d'art fait partie de cette aventure. Et la céramique, comme le travail du verre, du bois, a tout à fait sa place dans les challenges créatifs que je peux aborder. Donc c'est une manufacture historique spécialisée sur la céramique émaillée qui est peinte à la main. C'est une peinture qui contient donc de l'émail, des pigments colorés Ah, ok. qui cuits au four vont se durcir et craqueler. Ok. Donc ils sont composés de pigments de couleur ou de pigments d'or véritable et de platine ou voire de cuivre. Donc ce sont des émaux précieux Incroyable. et donc appliqués sur la céramique à une température qui porte à faire craqueler la surface. Donc c'est une manufacture qui
collabore avec de nombreux artistes à travers les âges. Donc, il y a notamment le peintre Braque qui a pu faire des céramiques jusqu'aux architectes contemporains. Donc, pour moi, ça a été un honneur et un plaisir de pouvoir imaginer une collection sur un univers plus personnel, à savoir la Méditerranée, ses légendes. Donc là, c'était un projet plus personnel dans la nébuleuse de maisons avec lesquelles je peux avoir des projets diversifiés, mais qui ne sont pas issus de Oui, parce que de là, mon c'est vous ADN. qui avez choisi ou J'ai eu carte blanche. Donc là, j'ai pu vraiment exprimer toute la créativité. voilà, et du moins quelque chose d'assez personnel et qui m'est cher, à savoir mes origines méditerranéennes. Et vous voyagez beaucoup avec votre travail. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la dernière destination qui vous a beaucoup plu et touché sur le plan artistique? Le dernier voyage en date que j'ai fait m'aura profondément marqué, à savoir le Cambodge. Il y a un pays authentique, les gens sont vraiment adorables. Et comme tout le monde sait, les temples d'Angkor sont une des merveilles du monde. Euh, je pense qu'une collection pourra voir le jour en trouvant son inspiration au sein des méandres de lianes et de sculptures composant le site d'Angkor, qui, qui m'aura profondément ému. J'ai eu la chance de les visiter avec peu de monde autour, donc j'ai pu m'imprégner des lieux. Et Est-ce qu'il y a une certaine heure à laquelle le visiter ou peu importe, à l'aube, voilà. comme le Taj Mahal? Exactement, je pense que tous ces sites-là, quand ils passent donc de la pénombre de la nuit à la lumière du jour, le panel de couleurs, de température et de sensations ajoute à la merveille de la découverte des lieux. Donc, je conseille de vous lever à l'aube pour Ça assister. vaut le coup Voilà, de mettre le réveil. exactement. Donc, je conseille les temples d'Angkor comme destination inspirante. Super. Dans ces voyages, quelle différence observez-vous entre les pays en matière de style et de relation aux bijoux? Évidemment, il y a entre chaque pays des différences culturelles marquées, pas uniquement liées aux bijoux, mais aussi aux vêtements. Mais à travers les Oui. bijoux, j'ai un regard forcément plus attentif. Et ce qui me touche, c'est toujours la place aussi symbolique forte que peuvent tenir les bijoux, peu importe la destination, hein, sur des pays spirituels ou moins. Le bijou garde toujours sa valeur de symbole. Donc il est vrai à travers les voyages que je peux observer ces différences-là. J'en tiens compte particulièrement dans mes créations. Quand je peux avoir une parure destinée aux Émirats ou aux Japonais, je tiens compte de la spécificité culturelle, même si j'amène une histoire renouvelée ou différente, issue de mes inspirations. Je prends en compte ces données culturelles pour pouvoir connecter ma création avec leurs croyances. Donc je garde voilà, toujours un œil averti sur le lien qu'ils peuvent avoir aux bijoux, le lien spirituel, religieux, émotionnel. Effectivement, il y a le lien religieux et il y a Mm. souvent, et ça c'est très rare dans les objets, quelque chose qu'on transmet de génération en génération. Parce Tout qu'il à n'y a pas fait, beaucoup de choses qui arrivent exactement. à, à traverser les siècles comme ça. Et ça, on le voit dans tous les pays en fait. C'est pas plus C'est, ou moins. oui, c'est tout de même, je pense, une donnée fondamentale euh, de La civilisation. pérennité. Voilà, l'attachement que l'on peut avoir aux bijoux, qui d'ailleurs depuis si on regarde un petit peu les livres d'histoire de l'humanité, le bijou a toujours eu sa place depuis les origines auprès de l'homme. Donc, Oui, avant d'ailleurs, il avait c'est- des fonctions, par exemple, pas que ornementales comme maintenant. Il avait Hmm, des fonctions de fécondité ou exactement. Quels sont vos projets pour l'avenir? C'est intéressant comme question. L'avenir est toujours fait de plein de surprises, donc ce qui me plaît, c'est à chaque fois être surpris par les aventures créatives qui peuvent venir du jour au lendemain. Euh, des quatre coins du globe, c'est toujours plaisant voilà, d'avoir un nouveau challenge avec de nouvelles données. Donc, certes, bien sûr, comme tout le monde, on a des projets, des envies. Mon projet, c'est de pouvoir continuer à pérenniser mon studio de création à travers toutes ces belles aventures créatives. Donc, voilà, mon projet, c'est de poursuivre, c'est de développer et continuer à partager
ma passion à travers Voilà, et pas seulement en l'enseignement, France, la mais, création, voilà, exactement. La découverte du monde fait partie de mes projets, voilà, si on peut donner un cas précis. super. Et est-ce que vous pouvez nous confier des lieux que vous aimez en particulier, que ce soit un endroit à visiter, une région, une ville, et pourquoi? S'il y a un lieu que j'affectionne particulièrement, c'est un lieu assez proche de celui où j'ai grandi. Donc, au-delà de certains voyages que je peux faire, où il y a toujours des lieux fascinants à découvrir, il y a dans le sud une zone géographique que j'affectionne particulièrement, qui est la Côte Vermeille, un village qui s'appelle Collioure. J'y ai grandi en partie, je suis originaire de Perpignan, et donc j'ai passé une partie de mon enfance à arpenter ces rues. Et c'est un petit port médiéval en bord de Méditerranée, à la frontière entre la France et l'Espagne. Et je conseille vivement à quiconque de le découvrir. Picasso, Matisse, Dali y ont vécu et ont peint les Ah oui, donc paysages. c'est un lieu quand même fort artistiquement. Oui, exactement. Mais d'ailleurs, c'est vrai que dans le sud de la France, il y a beaucoup de peintres Exactement. qui sont venus. Bon, on comprend pourquoi. Voilà, la lumière est particulière, la douceur méditerranéenne est inspirante et j'ai loisir à m'y ressourcer et même à imaginer des collections de temps à autre. Génial. Écoutez, merci beaucoup, Frédéric, pour cette interview. J'espère à bientôt. À bientôt, ce fut un plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez Rubis sur Canapé, n'hésitez pas à aller sur iTunes, lui attribuer des petites étoiles. Cela est essentiel pour le développement du podcast, car ça l'aidera à être mieux référencé, donc plus connu et écouté. Vous pouvez également partager cet épisode sur les différents réseaux sociaux. À très bientôt dans Rubis sur Canapé.